Hugues à vous, ici Fouine et avec un peu de retard, je vais débriefer le Grand Prix des États-Unis. Retard qui est normal puisque j'allais pas faire le débrief le dimanche soir, parce que faut bien que je dorme. Le lundi, j'avais prévu de le faire, mais j'ai eu mal au crâne, et le mardi, ben je pouvais pas. Donc du coup, au moment où j'enregistre, on est le mercredi. Et au moment où vous voyez cette vidéo, on est au moins le jeudi. Et il se passe des choses aussi le jeudi, mais on va essayer de mettre tout ça dans l'ordre. Et comme d'habitude, on va d'abord faire le débrief pilote par pilote. Et on va commencer par Carlos Sainz, qui, c'est dommage, qui évidemment s'est pris George Russell et qui du coup a dû abandonner la course. Donc ce qui veut dire que le seul moment que je peux analyser, c'est le départ. Départ qu'il a vraiment raté par rapport à Max Verstappen. Il a essayé de faire de le recroiser, mais voilà, Russell était là. Après, qu'on soit clair là-dessus, c'est Russell le responsable, ça y a pas de souci. Mais bon, c'est difficile de juger véritablement une course de Carlos Sainz comme ça. Mais rien que sur ça, ça prouve encore une fois qu'il a un problème. Il ne sait pas spécialement encore bien gérer les situations tendues comme ça. C'est l'impression que ça me donne, franchement, parce que ça fait à plusieurs reprises que il essaye tant bien que mal de se qualifier le plus haut possible, chose qu'il peut faire, mais malheureusement il tient pas, il ne tient pas. Ça me fait, bah ça y est, je sais à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser au premier départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, où s'il n'y avait pas eu l'accident, et heureusement d'un côté pour lui que ça l'a sauvé, c'était Max Verstappen qui était repassé devant. Donc Carlos Sainz, quand il s'agit de défendre sa première position, c'est pas totalement ça, et il a tendance à faire des erreurs vraiment bêtes. Après, est-ce que je peux vraiment considérer qu'il a fait une erreur au-delà de ça? euh, C'est compliqué. Alors, ouais, il était en position pour essayer de dépasser Verstappen. Oui, c'est vrai que c'est pas la meilleure des positions et par rapport à George Russell. Mais d'un côté, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir au fait qu'il ait voulu défendre sa position et voulu réattaquer derrière? Je ne pense pas. Mais on savait que c'était un endroit qui était potentiellement dangereux. Et bah au final, j'ai envie de dire, il y a que s'il avait fait un bien meilleur départ que ça aurait pu tout changer. Mais bon, voilà. Le seul truc que je peux reprocher, c'est son mauvais départ. Mais du coup, ça fait 6 abandons et ça fait beaucoup. Alors, il n'y a pas 6 abandons uniquement par le fait qu'il est mal piloté. Évidemment, il y a par exemple l'Azerbaïdjan ou le plus triste, celui de Grand Prix d'Autriche, où il a dû abandonner par casse mécanique. Là, techniquement, on va dire que c'est techniquement une casse mécanique provoquée, certes, mais ouais, ça fait beaucoup et c'est le genre de truc où voilà, Momo commence à se poser la question de si c'était pas trop tôt de le signer pour 2 ans supplémentaires. Moi, j'avoue que je me pose pas encore trop la question parce que je reste persuadé qu'il y a quelque chose, mais il va falloir véritablement faire quelque chose. Après, pour essayer de défendre Carlos Sainz, Ferrari, je pense que Ferrari a plus tendance à mettre en avant Charles Leclerc et quand on voit les différences de résultats, je comprends pourquoi Charles Leclerc est privilégié. Il n'y a pas photo. Quand tu regardes la différence entre Charles Leclerc et Carlos Sainz, l'avantage est très net du côté de Charles Leclerc. Alors on pourra me dire l'année dernière que ouais, Carlos Sainz était devant Charles Leclerc. Oui, oui, si tu regardes les points. Mais si tu regardais les confrontations directes, c'était pas pareil. Et par rapport au nombre d'abandons, c'était voilà, il y avait quand même un sacré contraste. Donc voilà, attention à ça, il faudra surveiller, mais ouais. Carlos Sainz, va falloir vraiment que voilà,
Bon, ça fait un peu bilan de l'année, mais il va falloir qu'il me convainc un peu plus, hein, parce que j'ai du mal à être convaincu par Carlos Sainz, sur l'ensemble de l'année et comme je le dis, hein, c'est ces genres de petites erreurs qui fait que, j'ai du mal à vraiment totalement défendre, Carlos Sainz. Même si pour le moment je suis encore en mode, il va il va certainement faire quelque chose. Bon, ce sera peut-être pas cette année parce que c'est fini, mais enfin c'est fini. Si, il reste, techniquement 3 courses, mais bon, au stade où on en est maintenant, il y a quasiment plus aucun enjeu. Si ce n'est de ne pas faire n'importe quoi, hein, parce que Mercedes, s'ils vont tenter, s'ils savent que la deuxième position, est pratiquement injouable, ils vont la tenter quand même. Mais ouais, on verra bien ce que ça donne. Moi, en tout cas, sur cette course, ouais, il m'a pas convaincu, même s'il a fait une pole position, qu'il a eu vraiment au dernier moment. Et que tu l'aies qu'au dernier moment, bah, ça suffit, hein, ça veut dire qu'il a fait le meilleur de lui-même à ce moment-là. Mais oui, il faudra voir ce que ça donnera sur la suite. Mais sur cette course, bon, je vais plus miser sur le fait qu'il n'ait pas eu de chance, mais quand même gros point noir sur le départ. Ensuite, Valtteri Bottas qui a fait une erreur que je pourrais qualifier d'idiote, hein, voilà, c'est le seul pilote à avoir fait cette erreur à cet endroit de la piste. Et d'ailleurs, c'est lui qui a provoqué le premier drapeau jaune du Grand Prix. Alors ouais, c'est peut-être idiot cette erreur, mais d'un côté, voilà, il était bien parti. Faut souligner le fait qu'il était bien parti, hein. Je rappelle que lors de la qualification, il a réussi à replacer sa voiture en 10e position, ce qui est quand même un putain d'exploit quand on voit tout ce qui leur est arrivé. Donc ça veut dire un départ de la 8e, même de la 7e position, pardon. Donc ouais, d'un côté, voilà, il y a ce côté positif de se dire que les Alfa Romeo commençaient à revenir, mais voilà, c'est vraiment gâché à cause de ça. C'est franchement dommage parce qu'il y a des points à aller chercher et il faut vraiment qu'ils aillent chercher les points parce que bon, je sais que normalement je fais l'analyse à la fin, mais regardez le classement. 52 points pour Alfa Romeo, 51 points pour Aston Martin. Je pensais très franchement que, au vu de comment ça allait se profiler, il y aurait potentiellement une bataille entre Alpine, McLaren et Alfa Romeo. Mais là, on en est à une bataille entre Alfa Romeo et Aston Martin et peut-être les As et peut-être aussi les Alfa Tauri. C'est vrai que la chute est vraiment très lourde pour les Alfa Romeo. Et là, je veux bien admettre qu'il y a des problèmes avec la voiture, mais voilà, l'erreur de Valtteri Bottas est trop énorme malheureusement. Et ce qui en fait ce qui en fait un, bah du coup bah je vais mettre mauvais à cause de ça, mais je préfère souligner, mais voilà, je tiens quand même à souligner le fait que il y avait un potentiel, mais malheureusement Valtteri Bottas l'a pas exploité. Ensuite, Lance Stroll. Ouh là là, là il y a des choses à dire sur Lance Stroll. Autant ils étaient bien classés, les Aston Martin, ça c'était vraiment la grosse surprise, c'est ils étaient plutôt bien classés pendant la course, même si ça se... Ah si quand même, je suis en train de regarder le classement. Vettel était 12e et Lance Stroll était 7e lors des qualifications, puis après quand ils ont dû démarrer, ils ont gagné 2 places lors de la grille de départ. Vettel qui a fait une course exceptionnelle, mais j'en parlerai. Mais toujours est-il qu'il y avait énormément de points à gratter et c'était bien parti pour avoir tous ces points, mais il y a l'erreur de Stroll sur Fernando Alonso qui est franchement inacceptable. C'est une erreur, ce que j'appelle une erreur verstappenienne. Alors, dans le sens, c'était le début de carrière de Verstappen, même jusqu'à... Oh, remarque, il l'a fait jusqu'en 2021 aussi par moment. Alors,
Mais voilà, c'est une erreur typiquement verstappenienne qu'il a fait et c'est pas un compliment ça. Vraiment, le décalage était totalement inutile. Alors, on pourra dire Fernando Alonso, oui, ben, il n'aurait pas dû rester derrière si longtemps. Mais il y a une règle qui est très claire. Le pilote de devant, il peut faire, entre guillemets, un zigzag. Il peut faire un zig une fois, c'est-à-dire il peut décaler sa trajectoire, mais il faut quand même qu'il s'assure que la voiture soit loin derrière. Et si c'est pas le cas, ben, on considère que c'est la voiture de devant qui est responsable. Et là, très clairement, il n'y a pas de contestation possible, c'est bien Lance Stroll qui est responsable de ça. Et franchement, c'est vraiment une erreur de débutant comme pas possible qu'il a fait. Ce n'est pas à voir tout simplement. C'est pas une erreur à voir et en plus, ça aurait pu très mal se terminer. C'est vraiment inacceptable comme type d'erreur. D'ailleurs, il s'est pris 3 places de pénalité pour la prochaine course. Ouais, bon, je comprends qu'il fallait une pénalité, mais tu demanderais à Momo, lui, il te dirait, il aurait mérité bien plus. Il aurait mérité une suspension de course. Et je pense que, avec le recul, ça aurait pu. Mais d'un autre côté, je me dis, ouais, bon, il a pas perdu tous ses points non plus. Et là, c'est la première fois qu'il le fait. Enfin, c'est la première fois qu'il le fait. C'est la première fois qu'on voit vraiment faire ça. Alors, il devrait pas y avoir de première fois, hein, d'un côté. Hein. Faut qu'on soit clair. Il doit pas y avoir de première fois. Mais voilà, voilà, je suis peut-être un peu clément avec Lance Stroll. Mais bon, je sais pas quel est votre avis là-dessus. Toujours est-il que une chose qui est sûre, c'est que ce qu'il a fait est vraiment inacceptable. Ce n'est pas à faire et ce n'est pas à refaire. La pénalité est méritée et très franchement, c'est un miracle que, au vu du choc qu'il a eu, c'est un miracle quand même que lui et Fernando Alonso aillent bien. Quoique c'est même encore plus miraculeux pour Fernando Alonso, mais ça j'en parlerai un peu tout à l'heure. Ce qui fait que j'étais bien parti pour mettre un week-end qui était bon, voire même très bon. Mais rien qu'à cause de ça, je le mets direct en très mauvais parce que parce que c'est des points facilement perdus. Voilà, c'était pas à faire. Vraiment. Pas à faire du tout. Ensuite, le premier classé dans les dernières positions, c'est Nicolas Latifi, 17ème. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Non, voilà. Ensuite, 16e position, Daniel Ricciardo. Est-ce que j'ai besoin de préciser? Malheureusement, je l'aime bien, mais bon, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Donc les deux très mauvais. 15e position, Fernando Alonso. Là, il y a des choses à dire. Bon, il y a eu le fameux dépassement avec Lance Stroll. Bon, ça, on en a parlé. Et putain, le miracle quand même. La voiture, elle a quasiment pas été démolie. C'est un miracle, franchement. Un miracle qu'il ait pu continuer en plus. Donc, ouais, c'est impressionnant. Et il a dû faire une remontada de ouf. Et cette remontada, il l'avait menée jusqu'à la 7ème position. 7ème position qu'il est allé chercher alors qu'il était déjà dans les bonnes positions hein, de base. Hein. Mais l'accrochage, ça n'aide pas. Et du coup, il a dû tout recommencer. Et il était arrivé 7ème. Sauf que après la course, il y a eu malheureusement une réclamation de la part de Haas qui visait Fernando Alonso et Sergio Pérez. Je le précise, hein, notamment sur le fait que Sergio Pérez avait perdu un élément de leur aileron, qui pendouillait puis après qui s'est détaché tout seul. Et quant à Fernando Alonso, c'est sur le fait qu'il ait perdu le rétroviseur droit. Et là, là, je suis mitigé là sur ça, parce que d'un côté, je veux bien comprendre que il faut que la voiture réponde à toutes les normes de sécurité qui ont été mises en place. Après, je vais pas faire semblant que je connais le règlement technique sur les voitures, parce que je le connais pas. Hein, je vais être très franc là-dessus, hein, je le connais pas. Autant je veux bien, mais comme je disais, autant je veux bien comprendre le fait qu'il faut que ça réponde à la sécurité, donc
techniquement, ça pourrait comprendre le fait qu'il faut qu'il y ait les 2 rétroviseurs. Autant d'un autre côté, je me dis, mais pourquoi lui affliger 30 secondes après coup et de pas lui avoir mis un drapeau noir à rond jaune ou orange? C'est ça que je comprends pas trop, parce que autant que ce soit les As qui fassent la réclamation, ça m'étonne pas. Et puis quand on voit le nombre de fois que c'est arrivé à Kevin Magnussen de rentrer au stand obligatoirement pour réparer un truc comme ça, je comprends très franchement pourquoi les As ont fait la réclamation. Mais du coup, là, le problème ne vient pas de Fernando Alonso et le problème ne vient pas de As. Le problème vient plus du fait de l'application des règles. Là, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que j'ai pas l'impression que... Je l'ai dit plusieurs fois dans les précédents débriefs, que je ne comprenais pas pourquoi Kevin Magnussen, on l'arrêtait. Ben là, là, c'est presque le problème inverse. C'est je ne comprends pas dans ce cas-là pourquoi on l'a pas fait arrêter. Parce que ouais, non, je comprends pas. Je comprends pas quelle est la logique derrière tout ça. Ce qui fait que ça pénalise Fernando Alonso. Et ça le pénalise vraiment, c'est très sévère. Hein, c'est parce que, comme je le dis, sa course est exceptionnelle. Franchement, c'était une excellente course. Il s'est battu comme un lion. Il s'est donné à fond. Il a rattrapé la connerie de Lance Stroll. D'ailleurs, drôle d'anecdote, c'est un sympathique premier contact avec son futur coéquipier. Mais ouais, non, d'un côté, je suis tiraillé entre le fait que c'est pas du tout mérité la pénalité de Fernando Alonso, et d'un autre côté, je me dis, bah ouais, ça respecte pas les normes de sécurité certainement, donc il fallait être pénalisé. Donc ouais, je ne sais pas. Et de toute façon, au moment où je parle, comme je l'ai dit, on est le mercredi. Donc le lendemain, il y a une convocation avec As et Alpine pour parler justement de ça. Alpine qui espère faire invalider cette décision des commissaires. Parce que selon eux, As se serait pris beaucoup trop tard pour faire cette réclamation. Quoi qu'il arrive, là, je pense qu'on va être dans une impasse. Si jamais Fernando Alonso récupère sa position, il y aura des critiques. S'il récupère pas sa position, il y aura des critiques. Là, on est vraiment dans une impasse. Moi, si je devais me laisser, me laisser guider par uniquement mon avis, mon humble avis, et vraiment ce qui me semblerait être le plus juste possible, je te dirais Fernando Alonso 7ème. Voilà. Il est allé chercher les points, il s'est battu pour les avoir, il a livré de très belles batailles. Donc ouais, non, pour moi, ça semble pour moi être une injustice pour Fernando Alonso. Ouais. Je mets quand même excellent parce que oui, il a été excellent. Après, comme je dis, j'essaye vraiment de parler plus du pilote quand je mets la tier list. Mais si tu regardes évidemment le résultat final, bah ça se profile comme un truc très mauvais. Hein. Évidemment, il y avait les points, il les a plus. 6 points qui sont très précieux pour la lutte, notamment avec les McLaren. Ça fait mal. Là, le seul truc qui les sauve, c'est le point qu'a récupéré du coup Esteban Ocon suite au déclassement de Fernando Alonso. Ce qui fait que l'écart de ces deux-là est plus que de 6 points. Mais 6 points, c'est plus trop... Ouais, c'est pas énorme. Hein. Ils auraient pu potentiellement ne perdre qu'un point. Mais là, ils en ont perdu beaucoup plus. Ils en ont perdu 5 supplémentaires. Attends. Non, oui, ils en ont perdu 5 supplémentaires. Ils en ont perdu en tout 7. Maintenant, on verra bien ce que ça donne, cette affaire. De toute façon, s'il y a une évolution, je le mettrai en commentaire épinglé. Voilà.
14e position, Mick Schumacher. Aïe 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 aïe. Autant je veux bien comprendre que c'est vraiment la première année où il peut véritablement s'exprimer et où il a véritablement un challenge. Parce que c'était pas en 2021 qu'il y avait quelque chose à faire. Hein. Autant, d'un autre côté, justement, maintenant qu'il a la voiture pour, il devrait être potentiellement à lutter dans les points. Et quand tu compares à la seule personne auquel tu peux comparer, c'est-à-dire aujourd'hui Kevin Magnussen, il a fait une stratégie différente, certes, mais il a marqué les points. Et ça devient de plus en plus problématique pour Mick Schumacher d'être dans cette situation-là. Même si je reste persuadé qu'il lui faut une 3e année. Mais ce sera sa dernière, hein, pour moi. Après, c'est vrai que ça ressemble plus à un bilan de fin d'année pour lui, mais c'est un peu le ressenti que j'ai avec Mick Schumacher. Et quand on voit la course, ça n'a pas marché. Et ça va pas l'aider non plus, mais il va falloir vraiment qu'il se ressaisisse pour les dernières courses. Surtout qu'en plus, j'ai oublié de préciser qu'il a eu 5 secondes de pénalité. Donc initialement, il est arrivé en 12e position. Puis Alexander Albon... Non, pardon, en 13e position. Puis suite à ces 5 secondes de pénalité, il s'est retrouvé 14... Non, même en 12e position, puisqu'il y avait Pierre Gasly du coup. Il y avait Pierre Gasly qui s'est pris une pénalité. Donc de la 12e position, il a été rétrogradé à la 14e. C'est... ça fait mal. Hein. 5 secondes de pénalité, je rappelle, pour avoir dépassé les limites de la piste. Chose qu'a eu aussi Latifi, mais bon, Latifi, on s'en fout un peu. Du coup, c'est vraiment un mauvais week-end hein, pour Mick Schumacher, même un très mauvais week-end. 13e position, Pierre Gasly. C'est vrai que vu comme ça semble très mauvais, mais bon, il faut prendre en compte aussi que il n'était pas satisfait avec la voiture, c'était pas les bons réglages, tout comme au Japon d'ailleurs. Il y avait tout qui se profilait pour être un week-end pourri. Mais il y avait quand même le potentiel pour marquer des points. Et je rappelle qu'il était devant Yuki Tsunoda. Donc il était en 9e position. Parce que oui, il y avait Fernando Alonso qui était situé, qui était devant. Il faut le rappeler. Donc il était en 9e position. Devant Yuki Tsunoda. Donc il rapportait de précieux points. Mais il y a eu la pénalité de 5 secondes qu'il a subi à cause d'un écart trop important avec la voiture de devant lors de la période de safety car. Parce que je rappelle qu'il y a un petit point de règlement qui oblige toutes les voitures, lorsqu'elles sont regroupées, de ne pas être à plus de 10 voitures d'écart. Là, bon, c'est con, hein, mais il s'est fait surprendre. C'est vraiment bête, hein, c'est parce que c'est le genre de truc... Bon, je vais pas dire que c'est facilement évitable, mais bon, il y a d'autres pilotes qui ont eu cette pénalité. Je pense notamment à Sergio Pérez lors du Grand Prix de Singapour. Mais c'est bête de se prendre une pénalité aussi conne, quoi. Après, ça aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu essayer de potentiellement faire une remontada, etc. et espérer que tout se passe bien. Mais il a fallu que son équipe intervienne un peu trop tôt et il s'est pris 10 secondes de pénalité supplémentaire. C'est vraiment dommage parce que je rappelle qu'à ce stade de la course, Pierre Gasly, au moment où il est arrivé, il était en 10e position derrière Yuki Tsunoda. Donc il avait fait le taf. Il avait fait le taf pour tout remonter et faire en sorte que il marque les points pour AlphaTauri. Mais cette erreur a complètement gâché son week-end, ce qui est terrible parce que très franchement, il aurait mérité d'avoir un point. Et c'est pas le genre de chose qui va
qui va faire que ça va bien se passer en fin de saison. Parce que déjà, quand on entend à la radio qu'il se lâche de plus en plus, maintenant qu'il sait qu'il n'est plus à AlphaTauri, et d'un côté, si vous voulez mon avis, tant mieux. Tant mieux qu'il n'aille plus, qu'il soit plus à AlphaTauri parce que il aurait jamais eu la chance de revenir à Red Bull. Pour moi, c'était, je l'ai dit depuis, ça fait des années. Je pense que j'ai dû le dire même en 2020. J'ai dû le dire en 2020 que ça semblait être mort. Ça semblait être mort pour Pierre Gasly. Pour recontextualiser, de toute façon, 2020, ils avaient engagé Alexander Albon, mais comme ils se sont été rendus compte qu'il n'était pas aussi bon qu'espéré, revenir sur Gasly aurait été admettre qu'ils avaient fait une erreur. Donc 2021, ils prennent Sergio Pérez. Sergio Pérez qui a eu du mal au début, puis s'est avéré être un très bon coéquipier. Et ça, pas de souci. 2022, là, il a fait que confirmer que c'était un très bon coéquipier. Donc, et en plus, le fait qu'il ait signé pour d'autres saisons, bah, c'est mort. Donc tant mieux qu'il aille à Alpine. Et bon, je parlais du fait que voilà, c'était tendu maintenant avec AlphaTauri. Bon bah voilà, c'est le genre de choses qui va envenimer la situation malheureusement. C'est vraiment con parce que Gasly, voilà, il faisait le taf. C'était, je sais, ouais, je dirais quand même bon dans l'ensemble. Je dirais quand même que c'était un bon week-end dans l'ensemble, mais gâché par ces stupides 10 secondes. Même avec même avec la pénalité qui s'est prise. Alors voilà. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'il aurait mérité plus que ça. Ensuite, 12e position, Alexander Albon. C'est vrai que ça reflète pas du tout l'effort qu'il a fait pour essayer de garder au maximum les points parce qu'il était dans les points, Alexander Albon. Ça n'a pas fonctionné parce que la voiture évidemment est beaucoup moins performante. Mais il s'est battu jusqu'au bout et il a tenté tant bien que mal, mais on sait très bien que malheureusement les Williams sont pas au niveau. Et c'est triste, c'est triste parce que voilà, Alexander Albon, voilà, il a fait tout ce qu'il pouvait. Et c'est pour ça que même s'il ne marque pas de points aujourd'hui, je vais quand même considérer qu'il a fait une bonne course parce que voilà, il pouvait difficilement faire mieux. Derrière, ça fonçait. En 11e position, Zhou Guanyu, qui, bon, bah, c'était un peu moins bien que Valtteri Bottas, si on prend en compte le week-end de course avant le crash de Valtteri Bottas. Là, il termine 11e, ouais, ça doit être frustrant, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, ouais, je suis peut-être un peu généreux, mais oh, ouais, j'avais pensé à le mettre en moyen, voilà. Moyen, parce que il y avait quelque chose et qui sait, il aurait pu potentiellement essayer de tenter la 10e position. Bon, quand tu regardes l'écart, bon, c'était un peu compliqué, parce qu'il y avait quand même 4 secondes. Mais au moins, il a offert de belles batailles, il a réussi à dépasser Alexander Albon. Et bon, il aurait fallu un peu plus, mais c'était compliqué. Mais voilà, j'ai pas envie de totalement saquer Zhou Guanyu parce que j'ai pas vraiment matière à vraiment le saquer plus que ça. Voilà, la seule ombre au tableau, c'est que il est au pied du podium et qu'il y avait potentiellement des points à aller chercher quand on voit ce qui s'est passé avec Valtteri Bottas. Après, il n'était pas dans le top 10. Je n'ai pas souvenir qu'il était dans le top 10 à un moment. Ou s'il l'a été, bah, c'était parce qu'il y avait le jeu des stands, évidemment. Mais voilà, tout ça pour dire que ouais, il était pas bien classé au début, mais il a quand même fait il a quand même remonté dans le classement. Bon, tu me diras, grâce aux 3 pilotes qui ont abandonné, certes. Mais ouais, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose à faire. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il aurait pu véritablement faire mieux? C'est compliqué. Mais voilà, je vais considérer un week-end moyen.
10e position, Esteban Ocon. Alors, ouais, il a le point. Mais de toute façon, son week-end, il le dit lui-même que c'était vraiment pas un bon week-end. Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec ça. Bon, il y avait quelque chose avec sa voiture qui lui plaisait pas. Manifestement, il comprenait pas pourquoi ça répondait pas comme ça devait répondre. Toujours est-il qu'il a terminé initialement 11e. Bon, 10e suite au déclassement de Fernando Alonso. Mais malgré ce point, voilà, je vais quand même mettre un mauvais week-end parce que ouais, bah, c'est techniquement un mauvais week-end. Voilà, bon. Je m'inquiète pas trop parce que Esteban Ocon, il peut faire des choses, hein, voilà, il peut y arriver, il peut surclasser Alonso, donc par moment, voilà, je suis pas spécialement inquiet. Bon, ça arrive, un mauvais week-end, voilà, c'est comme ça. 9e position, Yuki Tsunoda. Bah, là, je vais faire pareil que pour Pierre Gasly, hein, les emmerdant moins, évidemment. Mais ouais, Yuki Tsunoda a fait un bon week-end. Et il a intérêt à en faire des bons week-ends parce que franchement, quand on voit la saison qu'il a faite, c'est pas tip top, hein. Ouais, c'est pour moi, ça va être sa dernière année, hein, l'année prochaine, hein. S'il n'y a pas quelque chose, c'est sa dernière année. Alors en plus avec Nick De Vries qui sera à ses côtés, ouais, il a intérêt vraiment à faire en sorte de surpasser Pierre Gasly. Alors sur ce circuit, hein, il l'a pas surpassé, hein, qu'on soit clair et net, hein. Il est devant, oui, mais à quel prix? Après, il est devant, mais quand tu regardes le classement, quand tu regardes déjà les qualifications, Pierre Gasly était devant, il était 13e et lui était 15e. La course, bah, il a profité d'une erreur conne de Gasly. Alors ouais, il a profité, bah, c'est bien pour lui, hein, mais si c'était seulement ça qui devait faire pencher la balance sur le fait qu'il fasse un bon week-end ou pas, ou qu'il fasse un qu'il soit bon dans l'ensemble, bah ouais, ce serait un peu léger, voilà. Au moins il a pas fait d'erreur, mais bon, comme c'est Gasly qui était devant, c'est lui qui a fait l'erreur, lui il avait juste à lui coller aux fesses. Après tu me diras, Gasly il avait qu'à coller aux fesses aussi. Mais bon. Toujours est-il que je considère que Yuki Tsunoda et Pierre Gasly sont à peu près pareils pour moi. Je les considère comme bon week-end pour eux. Ensuite, 8e position, Kevin Magnussen. Un survivant. Parce qu'il a fait qu'un seul arrêt, c'était audacieux, là où tout le monde a fait 2 arrêts, lui il en a fait qu'un. Et ça a payé. Donc franchement, chapeau bas pour avoir maintenu une voiture avec des pneus pourraves, hein. Vraiment bravo. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la superbe bataille qu'il y a eu entre Sébastien Vettel et Kevin Magnussen. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir que Kevin Magnussen, qui faisait des défenses très verstappeniennes, là, il n'en a pas fait. C'est-à-dire que il s'est à la fois laissé faire et pas laissé faire. Dans le sens où il s'est pas laissé faire parce qu'il a défendu ce que j'appelle convenablement. Il l'a défendu vraiment dans les règles. Et il s'est laissé faire dans le sens où quand il voyait qu'il se faisait dépasser, il allait pas tenter non plus le diable, il allait pas tenter de casser la voiture. Et en même temps, là, c'était vraiment pas le moment de casser la bagnole. Là, il fallait vraiment marquer les points et c'est important parce que regardez le classement constructeur, ils sont pas bien classés, hein. Et si on se réfère par rapport à ce que j'ai dit en début de saison, ouais non, As devrait être beaucoup plus haut dans le classement. Mais voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et du coup, ouais. Bon, ils se retrouvent en mauvaise position, mais bon, ils l'ont un peu cherché. Toujours est-il qu'il faut qu'ils marquent ces points, et ça va leur faire du bien. C'est 4 points supplémentaires, ou c'est 2, on verra bien en fonction de ce qui va être dit jeudi. Donc n'hésitez pas à checker les commentaires épinglés pour voir s'il y a eu du changement. Et ouais, très bon week-end pour Magnussen, franchement, très bon week-end. Bravo. Et en 7e position, Sébastien Vettel, qui a fait du Sébastien Vettel, mais du grand Sébastien Vettel.
avec toutes les attaques qu'il a fait, toutes les remontadas, il était pourtant pas forcément bien parti sur la grille. Je rappelle qu'il a démarré, qu'il était 12e puis 10e. Pour aller chercher cette 7e position, il a bataillé et même pendant la course, ils étaient même dans le top 5 hein, pendant un temps. Donc, ouais, Sébastien Vettel, il a fait du grand pilotage et il a même réussi à dépasser Lance Stroll à la régulière. Je précise parce que on pourrait croire qu'il n'a pas dépassé Lance Stroll. Si, il l'a dépassé. Donc, ouais, Sébastien Vettel, on le sentait, voilà, on le sentait vraiment avec le fighting spirit qui lui manquait. Comme si, de toute façon, comme s'il était soulagé presque de partir. Et c'est peut-être ça en fait qui fait que Sébastien Vettel a réussi cette course, c'est qu'on sent que c'est peut-être une tendance qui va se confirmer, et j'espère que c'est une tendance qui va se confirmer. Bon, déjà, l'Aston Martin a super bien fonctionné, et ça, c'était pas du tout prévu, mais tant mieux pour eux parce qu'il va falloir vraiment que leur voiture fonctionne l'année prochaine. Et je maintiens ce que je dis depuis le début, c'est que les Aston Martin, c'est inacceptable qu'ils soient aussi bas avec un budget aussi élevé en F1. C'est inconcevable d'être classé aussi bas. Donc voilà, il y a ça. Donc réveil d'Aston Martin sur ce circuit, très bien, mais aussi réveil de Sébastien Vettel. Magnifique, hein, tout simplement, c'était... Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est ça qu'on veut voir de Sébastien Vettel. Et c'est plutôt ça qu'on veut retenir de Sébastien Vettel. C'est vrai que j'ai toujours été un défenseur de Vettel. Mais il y a des moments, tu regardais certaines saisons, j'ai beau essayer de le défendre, je pouvais pas le défendre. Je pouvais pas, tout simplement. J'ai essayé tant bien que mal de le défendre durant les précédentes années, mais là, pour une fois qu'il y a quelque chose à défendre, et pour une fois que on retrouve un Vettel des précédentes années, ça fait du bien. Et c'est tant mieux. Je préfère voir ça. Et 7ème position, c'est vraiment incroyable. Et c'était pas évident. Hein. Bon Dieu que c'était pas évident. Hein. Jusqu'au dernier tour, il a été chercher cette 7ème position. Et quelle bataille! Incroyable. Il en a livré des batailles, mais c'est vrai que je retiens plus facilement la dernière parce qu'elle est tellement épique. Tu sens que voilà, c'était vraiment. Voilà, il voulait vraiment cette 7ème position. Mais waouh! Bravo Sébastien Vettel. Bravo pour la course qu'il a faite. Vraiment excellent week-end pour les Aston Martin. Enfin, pour Sébastien Vettel. Et comme je l'ai dit, beaucoup moins pour Lance Stroll. Et pourtant, ils auraient pu marquer beaucoup plus de points mais s'il n'avait pas fait cette erreur. Mais bon, c'est comme ça. Toujours est-il. Ouais, bravo Sébastien Vettel. Ensuite, en 6ème position, Lando Norris. Lando Norris qui fait une prestation vraiment remarquable. C'était vraiment la meilleure voiture parmi les autres. Hein. Donc vraiment belle prestation que nous a offert Lando Norris. Très belle course. Et il n'avait pas été aidé au départ parce qu'il y a eu l'accrochage avec Carlos Sainz et George Russell, ce qui a forcé Lando Norris à ralentir et du coup à se faire dépasser par plusieurs voitures. Il a rattrapé ça, mais d'une manière incroyable. Franchement, rien que pour ça, félicitations Lando Norris, c'est vraiment... je vais mettre un très bon week-end parce que c'est un très bon week-end pour lui. Hein. Ça n'a pas été facile et il a bien bataillé et c'est tant mieux. Ça rapporte des points et en plus, ils réussissent, si ça se confirme comme ça, le classement, à gagner plus de points que les Alpines. Et même, je suis en train de tilter que même si il récupère sa position, et en plus, c'est pas comme si je l'avais dit tout à l'heure. De toute façon, il marquerait toujours plus de points que les Alpines, mais moins. Toujours est-il que, voilà, comme depuis 2021, c'est lui qui porte à lui tout seul l'écurie McLaren.
Et on comprend pourquoi ils font confiance à Lando Norris. Hein. De toute façon, c'est une pépite, hein, Lando Norris. Ça s'est peut-être un peu moins vu cette année parce que c'était compliqué pour les McLaren, mais je reste persuadé que Lando Norris est une pépite et qu'avec une meilleure voiture, il peut aller très loin et pourquoi pas être champion du monde. Maintenant, c'est bien beau d'avoir le pilote, mais il faut aussi la voiture. En cinquième position, George Russell, qui techniquement n'a pas fait non plus une mauvaise course. Hein, et d'un côté, il n'y a qu'à regarder le classement. Ça y est, il est de nouveau là. Il est de nouveau dans les positions qu'il a l'habitude d'être, hein, à savoir entre la troisième et la cinquième position. Mais ouais, bon, il y a évidemment la fausse note qui est le fameux contact avec Carlos Sainz. Alors évidemment, ça a pu influencer sur les performances de sa voiture, mais bon, j'ai envie de dire, ouais, il n'était pas si mal classé que ça. Il n'a pas fait une si mauvaise course. Alors l'écart est trompeur parce que on pourrait dire qu'il a été décroché, alors qu'en fait, là, oui, il s'est fait dépasser vers la fin par Charles Leclerc et Sergio Pérez, mais bon, eux, ils bombardaient derrière, donc forcément que à un moment donné, il y avait trop de tours à défendre et il peut pas faire non plus des miracles. Hein. On sait très bien que la Mercedes est moins bonne que la Ferrari et la Red Bull, donc c'est normal qu'il se fasse dépasser. Après, est-ce que le fait qu'il ait eu un contact, ça a joué? Alors, je pense pas tant que ça non plus, hein, parce que mine de rien, c'était correct les temps qu'il faisait. Hein. Mais ouais, bon, voilà, cinquième position, je trouve que c'est quand même bien, c'est quand même un bon week-end malgré le contact. Hein. D'ailleurs, les 5 secondes de pénalité, hein, comme je l'ai dit, évidemment, fallait qu'ils les prennent. C'est vrai que ça peut paraître vraiment très peu, hein, parce que c'est vrai que 5 secondes seulement pour un contact, ça paraît très peu. Hein. Mais bon, c'est cohérent, surtout quand tu regardes par rapport à 2021. On se souvient que Lewis Hamilton, un contact sur Verstappen, hein, il a eu que 5 secondes aussi. Hein. Donc techniquement, ça peut paraître dégueulasse, mais ouais, mais la pénalité est appliquée et les textes sont faits comme tels hein, là-dessus. Hein. Au moins, c'est cohérent. Voilà, c'est important de préciser quand c'est cohérent. Toujours est-il que du coup, à un moment donné, quand il s'est fait dépasser, il a eu l'opportunité de faire un arrêt au puits gratuit. Il en a profité, il a chippé le meilleur temps, donc c'est toujours ça de prix. Ouais, non mais vraiment, alors lui, il va pas dire qu'il a fait un bon week-end. Ce que je peux comprendre, surtout à cause de ce qu'il a fait à Sainz. Mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, franchement, voilà, je le comprends, mais moi je considère quand même c'est un bon week-end. Pas un très bon week-end, mais un bon week-end quand même. Et ça, c'est bien. Bravo George Russell. Et on va voir ce que ça donne pour la suite. Ensuite, quatrième position, Sergio Pérez et troisième position, Charles Leclerc. Alors, je donnerais un léger avantage à Charles Leclerc parce que il est parti derrière Sergio Pérez. Et du coup, il a réussi à le dépasser et ça, c'est quand même bien. En même temps, il avait un excellent rythme. Hein, de toute façon, les Ferrari avaient un bon rythme. Hein. Ce qui a manqué après, c'est plus... bon, évidemment, il y a eu ce qui s'est passé, mais aussi, à un moment donné, c'est les pneus qui parlaient, quoi. Du coup, c'est vrai que quand même, il enregistrait un rythme assez impressionnant. Ouais, être seulement à 7 secondes derrière Max Verstappen, quand on sait d'où il est parti, Charles Leclerc, c'est quand même pas mal. Après, on pourrait dire pareil de Sergio Pérez hein, aussi. Voilà. Mais ouais. Toujours est-il que les deux, je vais les mettre en très bon parce que il fallait faire la remontada. Hein, il fallait vraiment y aller hein, pour faire cet exploit. Hein.
Et d'ailleurs, pour Charles Leclerc, c'est la première fois qu'il monte sur le podium en démarrant 12e. Donc voilà, c'est une chose à noter. Donc il est capable maintenant de faire un podium quand il est 12e. Avant, c'était pas au-delà de la 7e position. Donc ouais, c'est cool pour Leclerc. Après, je suis sûr qu'il aurait voulu un peu plus, du genre, par exemple, je sais pas, avoir un combat plus rapproché avec Max Verstappen et Lewis Hamilton, mais bon, là, c'était peut-être trop demandé. Et de toute façon, on n'a pas, voilà, il n'a pas la même voiture que Max Verstappen, si vous voyez ce que je veux dire, le Grand Prix de Belgique. Voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, en deuxième position, Lewis Hamilton et en première position Max Verstappen. Alors je vais parler d'abord un peu plus longuement de Lewis Hamilton, qui fait l'une de ses meilleures courses de la saison, qui techniquement, ouais, il a fait très peu d'erreurs, hein, même il en a pas fait véritablement, hein. Là vraiment, c'était un week-end vraiment parfait en fait. Il a magnifiquement bien piloté, il était dans le rythme. Bon, il était vraiment, voilà, vu comme ça se profilait, voilà, de toute façon, il allait être deuxième. Mais il y a eu cet élément perturbateur qui sont les mécaniciens et notamment le pistolet pour le pneu avant gauche de Max Verstappen lors d'un arrêt au stand. C'est l'élément déclencheur pour Lewis Hamilton, l'élément qui peut peut-être lui permettre d'être premier. Et punaise que j'y ai cru. Que j'y ai cru parce que je me suis dit, ça y est, Lewis Hamilton, il va peut-être enfin avoir sa victoire pour cette année. Et il va pouvoir confirmer entre guillemets sa stat qui est qu'il gagne au moins un Grand Prix chaque année qu'il est en F1. Bon, bah, ce sera pas pour tout de suite, mais il nous a, mais du coup, l'erreur qu'ils ont fait pour Verstappen, ça nous a offert un spectacle et une lutte entre les deux incroyable. Lewis Hamilton avec des pneus blancs qui devaient hausser le rythme et espérer que les pneus de Verstappen s'effondrent. Parce que c'est là aussi où ça s'est joué, c'est que Max Verstappen avec des pneus jaunes, là où Lewis Hamilton avait des pneus blancs. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ils n'ont pas mis des pneus jaunes chez Lewis Hamilton? Évidemment, il aurait été plus rapide. Ouais, il aurait été plus rapide. Mais le problème, c'est que il y a un quota de pneus. Quota de pneus pour la semaine. Ou plutôt pour le week-end. Et Mercedes, ils ont décidé d'utiliser les trains de pneus jaunes pour leurs essais, là où pour Max Verstappen, Red Bull a décidé de garder un train de pneus jaunes en réserve. Et c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment ça. C'est là pour le coup, je ne sais pas quelle est la part du choix du pilote ou du choix de l'écurie, mais toujours est-il que c'est ça qui a fait la différence. Et j'y croyais pas en fait que Verstappen pourrait rattraper. Je pensais très franchement que à un moment donné ça allait s'effondrer et que la longévité des pneus blancs allait permettre à Lewis Hamilton de sauver la course. Parce que mine de rien, Lewis Hamilton, c'est comme je l'ai dit, c'est hyper bien défendu et il perdait assez peu de temps au final avec des pneus blancs. Là où Max Verstappen, je suis sûr qu'il devait pas forcément pousser sa voiture à fond et en même temps il n'avait pas trop intérêt non plus. Lewis Hamilton, lui, il était obligé de pousser sa voiture à fond. Donc ouais, ça nous a offert une sacrée bataille. Mais voilà. Max Verstappen repasse devant. Et quelle lutte que c'était. Et je vais mettre Lewis Hamilton en excellent. Et Max Verstappen, je dois bien avouer que s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu cette lutte avec Lewis Hamilton et le pépin au stand, j'aurais mis seulement très bon. Ça aurait pas signifié qu'il était moins bon que Lewis Hamilton, juste que
Est-ce que c'est surprenant de le voir premier maintenant c'est pas très surprenant entre guillemets. Le seul moyen que ce soit surprenant, c'est que pareil, c'est au pif, tu prends le Grand Prix de Belgique et, et il fait une remontada. Là, c'est impressionnant. Mais ouais, les deux sont excellents. Hein. Là-dessus, il n'y a pas à tortiller du cul. J'ai rien à dire de particulier. Hein. Voilà, Max Verstappen, avec ses points et aussi avec les points de Perez, permettent à Red Bull de gagner le championnat constructeur. Et on comprend aussi pourquoi Max Verstappen, avec cette victoire, il est champion. Pourquoi il est champion du monde. Après, deuxième titre ou au final premier titre, ça, c'est encore à voir parce que il y a toujours l'affaire Red Bull en cours et on ne sait toujours pas où ça en est là-dessus. Et ça m'énerve cette affaire, franchement. Je l'ai dit dans le précédent débrief, mais ça m'énerve. Et surtout que on a appris que la FIA veut faire un accord à l'amiable avec Red Bull. Ouh, que ça pue! Ouh, que ça pue! Ouh, ça sent pas bon. Là, on est dans une situation où ça va être perdant-perdant. Et ouais, non, ça va pas donner une bonne image de la FIA. Comme je l'ai dit lors des précédents débriefs, et d'ailleurs mon avis a très légèrement changé là-dessus, mais en écoutant notamment les interviews des autres directeurs d'écurie, qui sont au moins tous unanimes là-dessus, il faut que Red Bull soit pénalisé. Et durement. Et si vous voulez mon avis, ouais, j'avais dit dans un premier temps que ce serait seulement sur la saison 2021 qu'il faudrait impacter, mais oui, c'est vrai que ça a pu profiter pour 2022, donc il faut une pénalité pour 2021, une pénalité pour 2022 et une pénalité pour 2023. Pénalité pour 2021, il faut un retrait de points. Et là, on va se poser la question de est-ce qu'il faut retirer les points aux pilotes ? Chose à laquelle j'ai envie de dire oui, parce que techniquement, regardez par exemple cette course. Max Verstappen fait une course excellente de bout en bout. Il est premier de bout en bout. Il y a eu une seule défaillance, c'est son équipe qui a créé la défaillance. Donc, l'erreur, elle ne vient pas de Max Verstappen, elle vient de l'équipe. Mais au final, ça pénalise qui ? Max Verstappen. Donc, à partir du moment où il y a une erreur, quel que soit le côté, que ce soit du côté de l'équipe ou du côté de Max Verstappen, qui c'est qui en paye les frais ? C'est tout le monde. Donc ce qui me semblerait logique, c'est qu'ils perdent des points au championnat constructeur pour 2021, ce qui ne changerait pas forcément grand-chose, mais aussi pour les pilotes. Après, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, ça me satisferait pas non plus de voir que soit on laisse le titre à Max Verstappen, soit entre guillemets on le donne à Lewis Hamilton. Dans les deux cas, on est foutu là. C'est vraiment perdant-perdant. D'ailleurs, ça me fait penser à une interview que j'ai lue de Nico Rosberg, notamment sur le sujet avec Red Bull. Il disait qu'on est dans une situation perdant-perdant. Et là, voilà, ça fait que confirmer ce que je pense. C'est que vraiment, on va aller dans une impasse. Ça va gueuler et voilà. Et cette saison 2021, j'en ai franchement marre. J'en ai franchement marre qu'on en parle encore. Et ça me saoule en fait. Ça me saoule. Et ce que je comprends pas, c'est que il y a un règlement, ils sont mis d'accord là-dessus et ils sont mis d'accord sur le fait qu'il y avait un plafond budgétaire à ne pas dépasser. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils le dépassent. Après, si j'en crois les seuils, c'est moins de 5%, donc il devrait... Je sais pas ce que c'est vraiment les seuils, vraiment, véritablement, parce que genre, avec des sources, ils disent que ouais, avec moins de 5%, ça va être très léger, ça va être une amende, mais d'un autre côté, je me dis, c'est la seule écurie à dépasser le budget. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce que c'est les enseignements en fait ? Ça veut dire qu'on a le droit de dépasser le budget ?
Parce que Mercedes, ils auraient pu dans ce cas-là. Ils auraient pu en 2021 dépasser le budget pour essayer de faire gagner Lewis Hamilton. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment emmerdant, hein, ça. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre de cette saison 2021 et d'entendre qu'il y a toujours un truc en lien avec ça. Ça me saoule. Ah. Il devait y avoir initialement potentiellement l'accord à l'amiable, peut-être, je dis bien peut-être signé durant le Grand Prix des États-Unis, mais il y a eu évidemment, comme tout le monde sait, la mort du fondateur de Red Bull. Comment il s'appelle? Il s'appelle Dietrich Mateschitz. Voilà, donc évidemment, c'était pas le moment de faire quoi que ce soit. Je veux bien comprendre, hein, voilà. Évidemment, évidemment, c'est un événement qui est très triste. Après, c'est un événement qui est très triste. D'ailleurs, sans cette personne, il n'y aurait pas eu de Sébastien Vettel, il n'y aurait pas eu de Max Verstappen, il n'y aurait pas eu de Daniel Ricciardo, il n'y aurait pas eu de beaucoup de pilotes, hein, parce que là, si je m'amuse à essayer de tous les citer, je vais forcément en oublier, et même là, vous voyez, j'en oublie. Mais s'il n'y a pas Red Bull, on n'a pas, voilà, et si on n'avait pas Red Bull, on n'aurait pas eu les scénarios qu'on a eu entre 2010 notamment et 2021 et 2022. Donc rien que pour ça, voilà, c'est une personne importante, paix à son âme. Maintenant, pour reparler des choses sérieuses, ça va être fait normalement au Grand Prix du Mexique, l'espèce d'accord à l'amiable. Je ne sais pas ce que ça contient, mais ça pue. Hein. Quand on dit un accord à l'amiable pour essayer... bah, j'ai l'impression qu'on essaye de noyer un poisson. C'est pas bon signe. Hein. C'est... Vraiment, non. Je le sens pas ça. Je le sens pas cette affaire. Puis, on verra bien. On verra bien. Hein. De toute façon, sinon je vais m'énerver. Voilà, donc sans transition, on va regarder le classement des pilotes et des écuries. De toute façon, vous avez eu le temps de le voir. Hein. Les seuls changements, c'est Charles Leclerc qui récupère sa 2e position, Magnussen qui passe devant Gasly, Tsunoda devant Mick Schumacher, et c'est tout. Voilà. Et pas trop de changements derrière, si ce n'est pour les classements constructeurs, si ce n'est que ça se resserre petit à petit pour la 4e position et la 6e position. Voilà. Du coup, la note du Grand Prix, j'ai passé très franchement un bon moment. Il y a eu des dépassements, il y a eu des accidents que j'aurais pas souhaité voir, mais fort heureusement, ils vont bien. C'est ça l'essentiel. Du coup, un joli 16 sur 20 pour moi, parce qu'on s'est pas ennuyé. Voilà, bon ça fait super longtemps que je parle, dis donc. Et c'est sur ça qu'on va se laisser. Et du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. Voilà, les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à dire à votre avis si j'ai oublié des choses ou pas, ce que vous pensez du Grand Prix ou de tout ce qui est à l'extérieur. Voilà, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et on se retrouve pour le prochain débrief. Sur ce, je vous dis ciao!